cette semaine minière, notre première activité, un dîner-conférence. Je voudrais en profiter pour saluer Sébastien Dastou, notre maire d'Amos. Et ensuite, au nom de tous les membres du comité organisateur, vraiment un bienvenue aux différentes activités qu'on va avoir cette semaine pour la semaine minière 2025 sous le thème « Ensemble, innovons pour le futur ». Je ne sais pas si vous vous rappelez des thèmes précédents qui étaient la force intérieure. Maintenant, on regarde vers l'avenir. Comme toujours, je veux commencer en remerciant les commanditaires. Vous le savez, c'est avec les commanditaires qu'on fonctionne. Sans leur support, on ne pourrait pas faire les activités qu'on fait. On a une présentation des commanditaires un peu différente cette fois-ci. J'espère que vous l'aimez. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Ça fait différent. Cette semaine, partout au Québec, les Québécois, les petits comme les grands, sont tous invités à découvrir l'industrie minière du Québec. L'objectif de la semaine minière, c'est d'offrir le plus de visibilité possible à l'industrie minière afin de la démystifier auprès des gens du public. L'industrie minière, ça représente le premier chaînon d'une multitude d'objets indispensables à notre quotidien, que ce soit les bâtons de hockey. Il faut rester optimiste, c'est pas fini. C'est comme, comment il disait, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Autant les bâtons de hockey, les lunettes, nos batteries de voitures électriques, les cellulaires, etc. Tous ces objets ont comme principaux ingrédients des minéraux. C'est vraiment important. Comme je dis souvent, si ça ne pousse pas, il faut le miner. Pas le choix. La Semaine minière du Québec est là pour permettre de découvrir, d'approfondir ses connaissances sur un secteur qui est vraiment névralgique à notre existence. Pour y arriver, nous sollicitons la participation des membres et des partenaires de l'industrie afin de faire rayonner le secteur minier par l'entremise de différentes initiatives pour ouvrir les portes à la population. C'est l'occasion d'unir nos forces dans toute l'industrie et de montrer aux Québécois toute l'innovation du secteur. Réellement, pensez-y, la semaine minière, c'est une occasion qui est très spécifique dans le temps, mais tout au long de l'année, les entreprises de services, les minières, n'hésitez pas à organiser des activités portes ouvertes pour faire découvrir le secteur aux gens. C'est vraiment important. Ici, pour la plupart, on est tous des convaincus. Convertir un converti, il n'y a pas de défi. Mais puis n'oubliez pas que les gens qui peuvent nous retarder ou donner plus de challenge dans le départ de nos activités, c'est les gens qui ne connaissent pas le secteur. Fait que c'est vraiment important de leur faire découvrir notre secteur. Je vais vous demander, comme première étape, d'éteindre vos cellulaires ou tout au moins couper le son de la sonnerie. Puis avant nos deux premiers conférenciers, en fait, on a deux groupes de conférenciers, on a un petit spectacle pour vous qui est offert par Annabelle Fauché, comédienne. Annabelle, c'est une comédienne originaire de Val-d'Or, diplômée en 2023 du Conservatoire de l'Université d'Ottawa. Elle a réalisé des capsules vidéo informatives, les pépites d'or pour la Cité de l'Art. Elle a aussi travaillé dans la production estivale de Val-d'Or vous raconte. Son histoire, c'est des productions de... Voyons. Excusez, je reprends ma phrase. Val-d'Or vous raconte son histoire, des productions du raccourci. Il me manquait des virgules. En tant que comédienne, assistante, coordinatrice et créatrice de contenu. Annabelle, c'est à toi.
Ah, t'as-tu eu des batteries? Annabelle, c'est à toi, prise 2. Test micro? OK. Au cœur du Canada se trouve une ceinture de roches qui a fourni à la nation plus de 90% de sa production d'or. Avec plus de 100 ans de découverte d'or dans la région, elle a été le four qui a contribué à forger l'industrie minière canadienne. Depuis la découverte d'or au lac Fortune en 1906, notre région, est devenue l'une des régions aurifères les plus prolifiques au monde et a produit plus de 190 millions d'onces d'or. Mine Beaufort, mine canadienne Malartic, mine Elder, mine Goldex, mine Lamaque Sud, mine La Ronde Zone 5, mine Westwood, mine North American Lithium, ce sont quelques mines qui ont façonné ou qui façonnent encore notre région. C'est environ 4000 emplois. C'est 20% des emplois miniers au Québec. Environ un quart des livraisons minérales sont produites ici, ce qui équivaut à environ 2,78 milliards de dollars. Des puces de géolocalisation, des véhicules automatisés opérés à distance, un réseau sans fil ultra performant permettant aux mineurs qui travaillent dans les galeries de communiquer en direct avec la surface, des simulateurs miniers, une surveillance microsismique, des drones et j'en passe. Ce sont des avancements technologiques que les mines ont développés et adoptés au fil des années. Mais avant tout ça, pour se rendre là, on a commencé bien loin de là. Retournons dans le temps, je vous peins le paysage. Fin 1800, début 1900. Le rêve de plusieurs est de faire fortune avec les minerais, de se lancer dans le domaine des mines, de devenir millionnaire. On peut penser au Klondike. Beaucoup d'hommes se lancent dans la quête aveuglément, devenant prospecteurs. De la Californie à l'Alaska, des mines ouvrent le long de la côte ouest. L'Est n'est pas épargné. Des prospecteurs, à partir des années 1910, se tournent vers d'autres zones situées des deux côtés de la province interprovinciale. Ils suivent la faille de Cadillac, qui s'étend du nord-est ontarien jusqu'à Val-d'Or. Les prospecteurs anglophones commencent leur prospection à partir des Grands Lacs en Ontario. Cobalt, Timmins, Sudbury. Juste à Timmins, on y exhumera 7 fois plus d'or que dans toute l'histoire du Klondike. Le coin est très riche. En suivant la faille de Cadillac vers l'est, ils arrivent au Québec. Ils découvrent d'importants gisements de cuivre et d'or. « 1911. Edmund Horne fait ses premières découvertes dans le canton de Rouen. Oui, excusez-moi. Oui. Donc, c'est aussi durant cette année que la voie ferrée du national transcontinental arrive à la jonction de la rivière Arikana, créant ainsi le premier village, Amos. Le gouvernement savait depuis longtemps que la région regorgeait de minerais. Ce n'était tout simplement pas assez accessible pour venir y travailler. Mais avec le train, ça va grandement aider le développement des mines et des villes. Quelques années plus tard, Horne revient dans le secteur. Il explore et fait des prospections au nord du lac Ossisco. En 1922, c'est la ruée minière dans le secteur. 1925, des financiers new-yorkais fondent la Noranda Mines Limited et achètent les terrains du prospecteur Horne. La Noranda Mines va fonder une ville, une mine et une fonderie.
la mine baptisée Noranda, sur les bords du lac Ossisco. Oh oui, la mine Noranda. Quelques années plus tard, au même moment, les prospecteurs continuent leur exploration le long de la faille de Cadillac jusqu'à Val-d'Or. Assez rapidement, la mine de Lamaque, située à proximité de Val-d'Or, qui puise dans un gisement aurifère, devient la plus grosse productrice d'or de la province de Québec. Parallèlement, elle bâtit aussi le village de Bourlamaque et Val-d'Or se développe à l'initiative des commerçants. C'est le même phénomène qu'on retrouve avec la ville de Noranda et de Rouyn. Les mines d'or en région prennent leur essor à partir de l'année 1934. Que se passe-t-il? Le prix de l'or augmente de 20 $ à 35 $ l'once. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu pas beaucoup quand on compare aux 4 000 de valeur d'aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est tout qu'un changement. Les mines abitibiennes, en fait, vont vraiment aider à avoir un impact sur l'ensemble de l'économie provinciale. Et l'industrie minière québécoise va prendre son essor définitif à partir des années 30. En chiffres, de 1927 à 1950, c'est 50 mines qui ouvrent en Abitibi et au Témiscamingue, la plupart situées le long de la faille de Cadillac. 40 mines produisent de l'or, 9 du cuivre et de l'argent, et 1 du molybdène. En 1942, l'apogée de la production des mines d'or de l'Abitibi et du Québec. Elle décline ensuite jusqu'en 1947. On peut expliquer cela dû aux restrictions imposées par la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes étant mobilisés au sein des forces armées canadiennes, la main-d'œuvre se fait rare. Elle était composée majoritairement d'Ontariens et d'immigrants, surtout de l'Europe, des mineurs venus d'ailleurs. Après la guerre, l'intérêt pour la prospection minière se maintient. Cependant, la prospection gagne le secteur de Chibougamau-Chappais. Est-ce que notre région a arrêté de miner, cependant? Bien sûr que non. Les mines ont continué d'explorer, de miner, de grandir. Les années ont passé et les familles se sont installées. Aujourd'hui, c'est environ 150 000 personnes qui habitent la région fièrement. Ma famille ne fait pas exception. Mon grand-père, Louis, était mineur. C'est lui le premier qui m'a initié à l'univers des mines. Retraçons alors ensemble son parcours. 1966, Matagami. Il a 20 ans. Il sort de l'armée de l'air, en aviation. Il décide de suivre sa formation de mineur et de commencer à travailler sous terre. Cependant, la première année, il travaille à la surface dans les bureaux. Il analyse des carottes de minerais. Ça lui permet de gagner l'expérience d'autres manières. C'est tout un autre monde. Tout le monde parle anglais, tu sais. La fin de semaine, la semaine, il réside dans les bunkhouses et la fin de semaine, il retourne à Rochebeaucourt. D'après moi, si je lis entre les lignes, c'était peut-être pour aller retrouver sa douce, Francine, qui est en passant ma grand-mère, mais fiez-moi pas pour la source. Là. Moi, c'est mes spéculations. 1967, Sudbury. Il suit une nouvelle formation, opérateur de jumbo. Il devient rapidement un master du jumbo. Tous les autres mineurs l'observent. Son sérieux et son travail inspirent rapidement le respect autour de lui. Aussi, on ne se cachera pas, c'était une époque où les mineurs aimaient beaucoup se jouer des tours sous terre. Mais mon grand-père, lui, n'en avait rien à faire de ces blagues. Tout le monde savait qu'on ne lui jouait pas des tours. Avec Louis, c'est sérieux, on avance, on travaille et on gagne des récompenses, des bonus en récompense. C'est pas si mal.
1969, joue-t-elle? Il travaille avec des arpenteurs et des ingénieurs. Son travail est de plus en plus reconnu. Il réside dans les quartiers de Roulotte. Ma grand-mère, elle s'y plaît beaucoup, parce que là, elle le suivait déjà rendu avec lui là-bas. Elle aime vraiment beaucoup ça. Elle ne veut pas qu'il retourne à Sudbury. Elle est avec les autres femmes. Il rit, elle parle, elle joue aux cartes, elle s'amuse. Ils ne retourneront pas à Sudbury, par contre, ils vont retourner en Ontario. On fait un saut dans le temps. 1976, Welland. Ils ont leur premier enfant, ma mère, puis un deuxième et une troisième. Louis doit délaisser les mines, sa santé l'oblige, il faisait de l'eczéma et des allergies à ses mains. Ma grand-mère, quant à elle, Francine, est mère à la maison. Elle a tout le temps qu'il faut pour s'occuper de ses enfants, elle adore ça. Ils ont une douce vie dans un quartier résidentiel. Mais la mine appelle mon grand-père. Le mode de vie, le bon salaire, la même température à longueur d'année, des boss bien smart, une belle équipe, il s'y plaît bien. Il fera alors son grand retour en 1987 et ajoutera 4 autres mines à sa liste. Bon, je ne vous raconterai pas tout le reste de leur vie et de son CV, là, parce qu'ils se sont encore promenés beaucoup en Abitibi, de mine en mine et tout ça. Mais je peux vous faire, en fait, vous raconter, mettre en lumière, disons, certaines anecdotes et histoires qu'il m'a racontées. On va maintenant voyager sous terre. Mon grand-père Louis, c'est comme un chat à 9 vies. Ou du moins, c'est ce qu'on aime dire dans ma famille, vu le nombre de passés proches et de chances qu'il a. Okay? Il y a beaucoup d'anecdotes, d'histoires qui se sont passées, bon, c'est grand un peu ça, qui se sont passées au quotidien, à la surface, mais on va visiter les histoires qui se sont passées dans les profondeurs. À la mine Joutel, une erreur s'est produite. Dans cette mine de zinc, il fallait faire très attention au type de poudre d'explosifs utilisé pour ne pas créer de mélange dangereux. N'importe quel chimiste pourrait vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas chimiste. Mais non, il fallait faire très attention. Une fois, un mineur s'est trompé, a placé quand même, et les mineurs se sont vite rendus compte de l'erreur. Un gaz rouge et mortel s'est mis à se disperser partout. Heureusement, mon grand-père a su quoi faire. En voyant la boucane monter, il a dit aux autres « Vite, par terre !» L'oxygène étant plus dense, leur permettait de respirer et de ramper au sol jusqu'à la trappe d'air au bout de la galerie. Rendu à la galerie, à la trappe, horreur. La trappe d'air était fermée. Il y avait des tests et des réparations ce jour-là. Ne sachant pas quand le changement d'air allait avoir lieu, la tension montait. Louis a dit à ses coéquipiers « Prenez vos bas, imbibez les dos et accrochez-les autour de votre visage. Assurez-vous de bien couvrir votre nez et votre bouche. » Autant terrible que ça peut sentir, ce filtre peut sauver des vies. Donc, la boucane descendait, descendait, descendait. Avec la quantité d'air restant qui diminuait, la tension grimpait. Finalement, 15 minutes plus tard, la trappe s'est réouverte. Ils ont pu s'en sortir sans dommage. Définitivement une histoire qui fait froid dans le dos. Les chutes de roches ont aussi
beaucoup aidé à faire diminuer ces vichas. Donc, une fois, une roche du plafond, environ une grosse roche de 100 livres, a tombé, mais il s'est tassé. Il était correct, mais son pied n'a comme pas suivi. Donc, la roche a tombé sur son pied. La roche a coupé sa botte de câble d'acier. Mais on s'entend que sans ces bottes, il y aurait probablement juste plus de pied. On peut encore voir la cicatrice aujourd'hui. Donc, on peut définitivement lever son chapeau à l'uniforme de sécurité. Yes. Une autre roche aussi a tombé sur sa tête, mais par chance, peut-être, elle a pu s'effroler, a coupé un petit peu son oreille. C'est tout ce qu'il a eu. Une autre chute de roche l'a projeté sur le dos, à 5 mètres de distance. Résultat, 9 mois sur la commission d'accident du travail. Il a perdu un disque dans sa colonne et a dû faire des opérations. Mais il est retourné travailler pas longtemps après. Il m'étonnera vraiment toujours. On devrait peut-être le surnommer serpent au lieu de chat, vu le sang-froid qui coule dans ses veines. Bon. Une fois. Après une pause dîner dans la salle à manger, sous terre, bien évidemment, les 10 hommes présents ont été très, très chanceux. Environ une trentaine de minutes après avoir quitté, le plafond s'est effondré. Les boîtes à lunch, on s'entend, ont mangé un petit coup, là, tu sais, mais mystérieusement, la boîte à lunch à mon grand-père est restée intacte. Ces histoires, qui font partie de notre grande histoire collective, m'aident à mieux comprendre la dynamique de ce qui se passe sous terre. Elles m'aident aussi à dresser un portrait général de la force, la rigueur, le courage, la détermination des mineurs qui plongent tête première dans leur travail. C'est un métier complexe, difficile. Mon grand-père mérite définitivement son repos et sa retraite après avoir travaillé comme un chat pendant toutes ces années. Au Québec, oh non, c'est pas ça. Donc, on a de quoi être très fiers. Si on regarde dans le temps, le travail ardu des mineurs des générations passées jusqu'aux prospecteurs nous a amenés à en être ici aujourd'hui, c'est-à-dire une des régions les plus prolifiques au monde. Au Québec, c'est environ 20 000 emplois dans le secteur. Au Québec, on produit l'extraction de minerais d'argent, de cuivre, de nickel, d'or, de zinc, de ciment, de graphite, de diamants, de sel et j'en passe. Au Québec, au Québec, c'est environ 12 milliards de dollars en valeur de livraison minérale. Il y a des mines, des usines, des fonderies, des cimenteries tout autour de la province. Et maintenant, qu'est-ce que le futur nous attend? Jusqu'où peut-on rêver? À vous de nous le faire découvrir. Merci, Annabelle. Bonne semaine minière, tout le monde! Bon, ben, je pense qu'on est dû pour un moment de sécurité. On va utiliser les marches, la sortie de secours, les toilettes. Notre prochaine conférence, qui est un 15 minutes techno, est présentée par Patrick Perrault de Métal Marquis. Il est président-directeur général de Métal Marquis depuis 2022. Patrick cumule plus de 20 ans d'expérience au sein de l'entreprise. Ayant débuté comme technicien en maintenance industrielle, il a gravi les échelons grâce à son expertise technique et son leadership mobilisateur. Aujourd'hui, il pilote le virage technologique de l'organisation, misant sur l'automatisation et la robotique collaborative pour transformer les opérations. Animé par une vision innovante, il s'investit à moderniser les pratiques en soudage industriel en mettant l'accent sur la sécurité, la performance et l'adaptation aux besoins du secteur minier. Patrick. Merci, Robert.
On va essayer de ne pas tout briser ta présentation, là. Yes. Bon, ben merci tout le monde. Donc, la présentation est faite. Patrick Perrault. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de qui est Metal Marquis, puis quelques projets de changement technologique qu'on a fait dans les dernières années, puis où on s'en va avec ça. Donc, un petit historique, des exemples de réalisation de ce qu'on fait, l'importance pour nous de l'innovation, puis notre projet de soudage en robotique collaborative qui s'appelle Weld-A-Lite, puis une petite conclusion. L'historique, vous pouvez voir un petit peu de où on est parti. Avant 1980, c'était les forges Albert Marquis. 1980, le nom Metal Marquis a été fondé. Puis depuis ce temps-là, ça continue de grandir. Vous pouvez voir aujourd'hui nos installations. On est rendu avec plus que 60 000 pieds carrés de surface de travail. Les plus gros équipements qu'on a, là, on peut parler de nos ponts roulants. Donc, on a 2 ponts roulants avec des treuils de 15 tonnes, donc 4 treuils. On a un point de levage fixe de 72 tonnes. On a une presse plieuse là, qui est probablement la plus grosse en région et un peu plus loin. 1100 tonnes de capacité et 20 pieds de large. Notre plus gros centre d'usinage, on peut usiner 7 mètres de long, 2 mètres de haut, puis 1,2 mètres de profond comme enveloppe de travail. Ça vous donne un petit peu l'envergure. Au travers de ça, on a nos équipements de peinture pour la finition, notre bureau d'ingénierie et tout ce qui vient avec ça. L'équipe, on peut voir un peu notre équipe aussi au fil du temps qu'elle s'est développée. Aujourd'hui, on est rendu autour de 125 qui travaillent chez Metal Marquis. Donc, une vingtaine de personnes, bureau d'ingénierie, gestion de projet. On a une trentaine de soudeurs, une douzaine de machinistes, une dizaine de personnes mécaniques, électromécaniques, une dizaine du côté de la finition aussi, puis tous les services qui tournent autour de ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la vie Metal Marquis? Principal secteur d'activité de nos clients, c'est le secteur minier. Ça représente autour de 60% de ce qu'on fait. Donc, ça peut être de l'assemblage de bennes qu'on va faire en atelier ou au chantier. C'est des projets qu'on a déjà fait. Donc, vraiment de prendre les morceaux qui arrivent du manufacturier OEM, faire l'assemblage, s'assurer que ce soit fait selon les règles de l'art jusqu'à la peinture pour que ça puisse être installé sur les équipements de nos clients. Ça peut être la remise à neuf des pièces d'équipement comme ça aussi. On a déjà fait des projets aussi de bâtiments vraiment sur mesure. On n'ira pas compétitionner les grands fabricants. Mais ça, c'est un exemple pour un de nos clients dans le passé qu'on leur avait fait un atelier de soudage sur le site minier pour être capable de faire l'assemblage puis la maintenance de leur équipement. On fait des projets sur mesure aussi, vraiment, si notre client a une problématique dans son usine, que ça peut être en santé, sécurité, en productivité. On va aller analyser les besoins, regarder c'est quoi l'environnement de travail, puis on va lui fournir quelques idées. Suite à ça, on va en choisir une, on va faire la conception du prototype, on va le fabriquer, on va le tester chez nous, puis après on va aller l'implanter avec lui. Comme ça, c'est un exemple de projet qu'on a fait dans les dernières années. C'est un manipulateur à revêtement pour un SAG mill que notre client, il n'y avait pas de solution sur le marché qui était disponible. Donc, on l'a conçu sur mesure pour lui. On fait de la fabrication sur plein de vie. Un exemple de réservoir qu'on a fait aussi dans les dernières années. Le pick-up à côté vous donne une idée de grandeur. Donc, on a tous les équipements, là, notre équipe d'ingénierie dans un projet comme ça va faire vraiment l'ingénierie de détail, sélectionner les épaisseurs de plaques, les grosseurs de poutres pour les ponts selon les ajustateurs, tout ce que ça prend. Ensuite, on va faire vraiment les plans de fabrication, tout ce qui est découpe du matériel, le formage, l'assemblage, les parties qu'on va pré-assembler en usine pour s'assurer que ça fonctionne.
jusqu'à la livraison chez le client. Dans des projets comme ça aussi, dans notre équipe, on a un inspecteur NACE niveau 3 qui est la plus haute reconnaissance là, pour la protection de surface de tout ce qui est métallique. On fait beaucoup de remise à neuf ou amélioration de pièces aussi. Excusez. Donc, ça, nos clients vont nous envoyer une pièce, ça vous donne un petit peu l'envergure de la grosseur de ce qu'on peut manipuler aussi. On va faire tout le sablage, le nettoyage, on va inspecter d'un bout à l'autre la pièce, on va faire une analyse, un crack map qu'on appelle pour donner une idée au client de c'est quoi la situation réelle de la pièce, puis ensuite avoir quelque chose à discuter. On va faire toute la remise à neuf jusqu'à la peinture finale pour que le client puisse continuer le cycle de vie de ces pièces-là. Donc là, on monte une pièce qui a eu beaucoup de soudure, mais ça peut être des projets mécaniques aussi de remise à neuf ou d'autres types de projets qu'on peut faire. L'innovation pour nous, ça a toujours fait partie de qui on est. On essaye toujours de trouver des méthodes de travail, être plus efficaces. Donc, je vais vous parler de quelques projets qu'on a faits dans les dernières années. Du côté plus administratif, en comptabilité, on a intégré des systèmes de reconnaissance, de facturation, exemple à partir du bon de commande, les bons de livraison et tout, pour automatiser le processus jusqu'au paiement final. Côté vente aussi, on est en train de procéder à l'implantation d'un CRM pour s'assurer de faire des meilleurs suivis. Côté ressources humaines aussi, on a intégré des solutions pour être capable de gérer le temps des personnes, les dossiers employés, les payes pour être capable d'optimiser puis que les gens aient en temps réel toute l'information qu'ils doivent avoir. En ingénierie, on a investi beaucoup dans l'équipement puis dans les connaissances de nos gens aussi. Donc, on a des équipements de spectrométrie pour vraiment être capable de qualifier le type de matériel pour sélectionner les bons paramètres de soudage. Donc, c'est un analyseur qu'on est capable de savoir de quoi la pièce est composée. On a tous les systèmes de scan 3D aussi pour être capable de soit faire de la rétro-ingénierie ou de faire des pièces qui vont s'adapter parfaitement. Tout ce qui est analyse par élément fini aussi, on est capable de générer les modèles 3D et de vérifier si ça va être assez durable, sont où les effets de contrainte pour s'assurer de donner le meilleur produit possible au client. Tout ce qui est la gestion qu'on appelle de la voûte, c'est tous nos dessins qu'on peut passer par un processus d'approbation puis de suivi aussi s'il y a des demandes de modification au cours de la fabrication. On est capable d'assurer toute la traçabilité puis que dans notre système, on ait toujours la bonne dernière version de plan. Ce qui est opération, tantôt je vous ai parlé de quelques équipements. Fait qu'on a investi beaucoup dans le numérique dans les dernières années, autant en usinage, en formage qu'en soudage aussi. Donc, c'est des équipements qui nous permettent d'être plus efficaces, d'être plus productifs, de garder l'historique, puis de pouvoir répéter les pièces aussi dans le futur. Et inévitablement, ça vient jouer sur la santé et sécurité aussi. On éloigne nos travailleurs des travaux à risque. Donc, c'est mieux pour tout le monde. Weldalai, le projet que je vous parlais de robotique. Donc, depuis 4 ans environ, on a commencé à regarder qu'est-ce qui était disponible sur le marché. Le défi qu'on avait, comme vous avez vu, nous, on ne fabrique jamais la même chose. Donc, ce qu'on cherchait, c'était une solution qui était flexible, qui pouvait nous assurer de la qualité, être capable quand même de répéter, puis d'avoir une traçabilité sur les travaux qui étaient faits. Donc, on a sélectionné les robots collaboratifs. À ce moment-là, ce que ça nous apportait, c'est vraiment le côté sécurité, parce que ce type de robots-là sont autoprotégés.
Et il y a une version simplifiée pour la programmation. Parce que sinon, la robotique a été vraiment conçue pour faire des grandes séries de pièces pour un monde parfait. Tu dois avoir un dessin parfait, tes préparations de pièces doivent être parfaites, ton assemblage, tout doit être parfait, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Donc, pourquoi on voulait adresser l'enjeu de main-d'œuvre? Un, parce que, entre autres, en soudage, c'est extrêmement difficile de trouver de la main-d'œuvre. Trouver de la main-d'œuvre qui ont de l'expérience et des compétences, encore plus difficile. On voulait aussi être capable de numériser notre expertise. Métal marqué, comme je vous ai dit, ça existe depuis 45 ans. On cherchait une manière de pouvoir cristalliser tout ce qu'on a développé et de l'avoir pour le futur. On voulait aussi être capable de transmettre cette expertise-là, parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui sont intéressés par ces métiers-là, puis ils restent de moins en moins longtemps dans le même emploi. Donc, on devait trouver une manière d'accélérer ce transfert-là. Puis côté technologique, il y a plein de technologies qui existent, mais rien qu'on trouvait qui était intégré dans ce qu'on cherchait. Parce qu'en robotique, la première question que l'intégrateur va te demander, c'est quoi la plus grosse pièce que tu veux faire, puis il va essayer de te vendre une cellule qui va couvrir tout le volume, mais cette pièce-là, ça va peut-être la faire juste une fois dans ta vie. Donc, nous, on a pris le problème à l'envers, puis on s'est dit, on va essayer d'avoir notre robot le plus mobile possible, que c'est le plus rapide possible à positionner autour de la pièce pour être capable d'y générer ses trajectoires. On voit quelques exemples de ce qu'on a été capable de faire. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'intégrer, tantôt je vous parlais de nos scans 3D, de la robotique, de notre expertise. Fait qu'on a créé le cerveau au centre de tout ça, qui est capable de prendre l'information d'un scan 3D, notre expertise, puis à partir de là, de générer les trajectoires robots automatiquement, puis de suggérer des procédures de soudage selon c'est quoi le matériel, puis certains paramètres de base qui vont être fournis. Donc, ce qu'on voulait en arriver, c'est d'être capable, en dedans de quelques semaines, d'être capable d'avoir un opérateur robot qui va être capable d'atteindre la même qualité de travail, on va dire, que quelqu'un de 30 ans d'expérience. Puis tout ça dans le monde de la réparation, parce que tu parles à quelqu'un de robotique, de réparation, puis c'est pas long qu'il se met à saigner du nez. Parce que c'est jamais la même chose, c'est des courbes irrégulières, c'est jamais pareil. Donc, dans les étapes, on a fait beaucoup de recherches, comme je vous disais. On a fait des essais chez nous pour être capable de voir c'est quoi les limites de ce qui est sur le marché aujourd'hui. Puis c'est là qu'on a commencé, là, début 2024, à développer notre projet, qui en mai, on va commencer à l'utiliser directement dans nos opérations chez nous pour être capable de s'assurer de la robustesse de ce qu'on a développé. Puis ensuite, on veut aussi aller dans la commercialisation de cette solution-là, parce qu'inévitablement, on n'est pas les seuls à le vivre. Puis ça, on l'a fait avec différents partenaires, parce qu'on n'avait pas toutes les compétences à l'interne. Le projet à l'heure actuelle, on peut voir quelques exemples de projets dans lesquels on l'a intégré sur des godets, dans des bennes de camions. L'objectif, c'est d'être capable de le mobiliser, puis on veut être capable de l'apporter aussi au chantier chez nos clients pour être capable de répondre à leurs besoins plus efficacement. J'ai essayé de faire ça vite, il est rendu 1h moins 5 déjà. Donc, s'il y en a qui ont des questions, moi je vais être ici tantôt. Il y a Dave et Steve aussi là, qui sont là. Puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir si jamais vous voulez venir nous visiter. Bon dîner! Merci Patrick.
En passant, Patrick, la table qui est là, c'est tous des étudiants en formation professionnelle. Au cas où. Mais là, je ne parle pas de cette table-là. Là. Ils ont passé l'âge, eux autres. Là. L'autre. Hein? Excuse, quand je t'ai vu, Guy, c'est le premier réflexe. Notre conférence principale va être donnée par M. Mathieu Labarre et M. Vincent Gotz. Mathieu est ingénieur en géologie de formation. Il a travaillé à la mine canadienne Malartic en géotechnique, mécanique des roches, pour ensuite s'orienter vers la gestion. Il a été surintendant de l'ingénierie minière de Canadienne Malartic pendant 4 ans avant de se joindre à l'équipe de Dumont. Depuis août 2024, il est directeur des services techniques chez Dumont Nickel. Vincent a un baccalauréat en génie des mines et de la métallurgie de l'Université Laval et un MBA pour cadre de l'UQAT. Il a travaillé en ingénierie, environnement, parc à résidus, évaluation de projets, construction et opérations minières dans les projets Meadowbank, La Ronde, Canadienne Malartic et Odyssée. Depuis 2024, octobre 2024, il est surintendant projet et infrastructures minières pour le projet Dumont Nickel. C'est à vous. Merci beaucoup, Robert. Je sais pas si... Test 1, 2. Bon, ben, en écoutant le CV, on se demande pourquoi c'est pas Vincent, mon boss, en fait. Tu veux-tu faire Oui, ça? je vais prendre ça, juste faire un test de son. Fait que tout le monde m'entend bien? Alors, Donc, écoutez, on a eu les présentations, mais Mathieu Labarre, directeur service technique, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. donc Vincent Godz, surintendant au niveau des services techniques, plus pour la portion ingénierie. Très content d'être avec vous aujourd'hui, ce midi, pour parler de notre projet. C'est un projet qui nous tient à cœur. Contrairement aux autres présentations que vous avez vues, on aimerait ça focusser sur l'aspect technique. Qu'est-ce que nos équipes font en arrière du projet? Comment on prépare le projet? Puis qu'est-ce qu'on veut intégrer dans l'avenir pour les technologies, pour l'opération minière? On aimerait ça garder une discussion ouverte. Fait que si vous voulez, si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à lever la main. C'est le fun quand c'est interactif aussi, puis on aime ça répondre aux questions. Puis si on n'a pas la réponse, on va aller la trouver avec les bonnes personnes. Donc, comme toute entreprise, en fait, on a des objectifs, donc une mission, de vision. Mais pour nous, ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est vraiment nos valeurs. On en a parlé, on veut présenter ce que les équipes font. Notre première valeur, on est vraiment une compagnie qui est axée sur l'humain. On veut avoir une opération flexible, qui comprend les enjeux de l'humain, mais l'humain à part entière. Fait que, on travaille avec les compétences, on travaille sur le développement. On veut travailler aussi sur les aspects familiaux. On veut vraiment que l'humain se sente intégré et fasse partie de l'équipe, puis on veut comprendre les réalités de tous et chacun, puis que ce soit aussi avec nos partenaires externes. On est vraiment axé en fait, sur l'humain. Au niveau de l'environnement, on le sait, de nos jours, en fait, l'environnement, c'est un point qui est très important pour l'industrie minière. Je pense que les années sans législation ont été quand même assez perturbantes pour l'image. C'est quelque chose, on arrive d'environnements qui sont quand même très structurés, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, tout ce qui est suivi environnementaux, suivi des déversements, tous nos engagements qu'on a avec justement toutes nos communautés impactées. Puis même au niveau de nos designs, on veut faire sûr que l'environnement est pris en compte dans tous les points. Puis, pour terminer, les communautés, on a la chance de pouvoir en fait développer des projets miniers, mais on le fait chez des gens. Dans le cas de Dumont, bien, on le fait à Launay, on le fait à Tressesson, on le fait à Berry. Puis ensuite de ça, bien, quand on part de là, c'est pas les seules communautés. On a les Premières Nations qui sont impliquées. On a la grande ville d'Amos qui est le voisin immédiat. Donc, sans le support de ces communautés-là, les projets de l'envergure en fait de Dumont, c'est difficile. Bon test de son. C'est difficile en fait à réaliser, voire impossible. Donc, les communautés pour nous font partie de nos valeurs directeurs. Vous voyez souvent dans les présentations corporatives des
je vais me tenir loin de Vincent, je pense. Dans les présentations corporatives, les VP, les CEO, toute la patente. La réalité, là, c'est que les projets, ça se fait avec les équipes. On a parlé des humains. Moi, je suis très fier aujourd'hui de venir vous présenter, en fait, l'équipe des services techniques qui travaille avec moi. Puis sans l'ensemble de ces gens-là, on est à une dizaine, 10, 11? 11. Ouais. Sans l'ensemble de ces gens-là, on est incapable de continuer à avancer puis de réaliser, en fait, les étapes nécessaires au succès de l'entreprise. Puis, ce groupe d'humains-là nous permet, en fait, d'être agile aussi. Donc, je voulais vous les présenter. On a une équipe au niveau de l'ingénierie avec Vincent. On a Jacques qui a l'air tout seul, là, mais bon, je suis là pour le citer là-dedans. Jacques qui s'occupe du parc à résidus, puis Mathieu Bernier avec le groupe axé sur la géologie. Vous nous avez entendu faire plusieurs présentations sur du Monquel, probablement. Donc, je ne vais pas vous sciller les oreilles avec l'ensemble des points que vous connaissez déjà. C'est un grand projet, secteur Launay, à côté d'Amos. C'est des investissements majeurs. On parle de 2,5 milliards de dollars, ou presque, là, si on arrondit par en haut, c'est pas mal ça, pour ce qui est de la phase numéro 1. Plusieurs emplois reliés et plusieurs dépenses aussi directes pour le fonctionnement, donc l'OPEX qu'on vient dépenser année après année pour être capable de faire vivre la mine. C'est les grands points. Ce qui est intéressant, puis ce qui tape à l'œil un peu, c'est les 42 000 tonnes de nickel qu'on va produire annuellement, et ce, pendant 29 ans. Pour ceux qui l'ont pas, on pourrait presque faire une main levée, là, qui n'a pas encore vu ça? Là? Ah, OK. On a une table au moins qui ne l'a pas vu. Donc, fosse à ciel ouvert classique, avec parc à résidus, etc. Mais en gros, c'est pour vous dire, on ne réinvente pas la roue quand on fait ces projets-là. On vient optimiser où on le peut. On va intégrer des éléments de technologie, on va en parler tantôt d'ailleurs, qui nous aident à être meilleurs. Mais en termes d'infrastructure, c'est des infrastructures qui se veulent classiques en réalité. Donc, fosse à ciel ouvert, halle de minerai, halle de stérile, halle de dépôt meuble, parc à résidus. Puis là, ça c'est la poudre magique. C'est pour ça que j'ai une cravate verte, en fait. Vous avez tous entendu parler du projet Dumont. J'étais à l'université, j'entendais parler du projet Dumont. Il y a des gens qui sont plus vieux que moi qui ont été à l'université et qui entendaient parler du projet Dumont probablement aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui dans cette nouvelle mouture-là, puis avec l'énergie que l'équipe a? En fait, c'est le petit 9V là, qui est venu apparaître dans la gang en 2023, qui nous permet de pas seulement se concentrer à produire un concentré nickel avec une sortie seulement vers le métal, mais à nous faire un surconcentré en fait d'hydroxyde qui nous donne ces belles petites couleurs vertes-là. Donc, on se rend là au ce qu'on appelle le MHP, donc le précipité d'hydroxyde mixte au niveau de nos opérations. C'est directement lié, donc c'est une seule usine. Il y a une représentation d'un autre bâtiment, mais en vrai, c'est une seule ligne de production. Puis ça, ça nous permet de nous positionner au niveau des fabricants de batteries. On ne veut pas fabriquer quelque chose qui est niveau batterie out of the gate, directement à la sortie de notre site, parce que ça nous disqualifierait en réalité versus de multiples clients. Ce qu'on fait là, c'est un peu la farine que tout le monde veut, là. Puis eux, ils font leur recette avec leur petit truc secret chez eux, là. Fait qu'on est capable d'arriver avec un deuxième produit qui demeure un concentré nickel, mais aussi avec du cobalt. Donc, on vient en fait valoriser des éléments qui sont dans notre gisement, mais qui auparavant ne l'étaient pas. Cobalt, le fer, certains des éléments du groupe platine. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on est là aujourd'hui, puis qu'on sent qu'on a le projet solide là, pour continuer à aller de l'avant. Puis tu sais, si je peux me permettre, un des inconvénients qu'on avait dans l'industrie du métal, c'était la pureté du gisement, à cause n'est pas très polymétallique. Mais maintenant, cette pureté-là est un avantage comparatif dans tout ce qui est la production pour les batteries automobiles.
Au niveau géologie et design, en fait, qu'est-ce qu'on veut vous montrer? On a vu la carte du site, on n'a pas parlé, mais la fosse, elle a quand même environ 4,7 km de longueur par 1,3 km de largeur, puis ultimement 500 mètres de profondeur. Ça ici, c'est une carte qui représente toutes les couches de morts-terrain, donc de dépôts meubles, avant d'atteindre le roc. Puis ça, c'est très important qu'on fasse une bonne caractérisation. On voit tous les forages alentour de l'empreinte de la fosse. Puis cette caractérisation-là va nous permettre de justement, bien comprendre notre gisement, mais aussi de faire des analyses géotechniques pour pouvoir avoir les bonnes pentes aux bons endroits puis essayer d'optimiser notre design. À grandeur du site, on parle d'environ 8 mètres en moyenne de dépôt meuble. Les couches, c'est une couche de végétal. Ensuite, on a de l'argile brune, de l'argile grise. Après ça, on a beaucoup de sable et gravier, puis on a le socle rocheux. Notre compréhension du morts-terrain va être cruciale pour pouvoir optimiser les pentes dans les prochaines années. Puis c'est ça que les équipes sont en train de travailler présentement, essayer de trouver le design le plus sécuritaire et le plus optimal possible pour notre exploitation. Au niveau de la préparation de site, en fait, tout ce qui touche la couche de végétal, les couches d'argile, on va avoir besoin de l'aide de nos entrepreneurs externes. Donc, tous les entrepreneurs externes de la région qui, en fait, à la grandeur du site, vous l'avez vu, là, il y a quand même de la place pour beaucoup de monde. Donc, toute la partie d'argile, c'est à peu près 45 millions de tonnes qu'on va extraire, qu'on va décaper sur un horizon d'environ 10 années. Donc, 10 ans d'opération à préparer le terrain. Parallèlement à ça, dans certains secteurs, on va atteindre le sable et gravier. À partir d'un certain point, on veut rentrer des pelles de 400 tonnes avec des camions de 300 tonnes pour extraire le sable et gravier avec des plus gros équipements, parce que c'est quand même 115 millions de tonnes de sable et gravier qu'on a à extraire sur l'empreinte de la fosse. Puis, ultimement, quand on atteint le socle rocheux, mais là, on peut rentrer, on a un plancher droit, on peut rentrer les pelles de 700 tonnes avec nos camions, puis les autres travaux se font en subséquence dans les autres phases. Donc, ce qu'on vous a préparé puis ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est une première image de la séquence, en fait, des travaux qui devraient arriver sur le site. Puis là, je dis devrait, le pourquoi, c'est on est toujours lié, évidemment, à l'obtention de notre bloc énergétique. Donc, on peut être amené à le décaler dans le temps selon la date de l'obtention. Mais l'équipe que je vous ai montré tantôt, qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Bien, c'est des scénarios de préparation de site, des scénarios de décapage, puis des scénarios de minage. Ce qu'on voit ici, c'est un scénario au niveau de la préparation de site pour les travaux de coupe de bois. Donc, on voit en vert là, la première année. La forme peut avoir l'air un petit peu bizarre, là, mais on vient récupérer en fait toute la série des chemins forestiers déjà existants pour minimiser notre impact puis minimiser la quantité des travaux en fait à faire quand on arrive sur le terrain. On veut récupérer au maximum, puis partir de là, essayer de s'agrandir. Ensuite de ça, bien, subséquemment, on voit le secteur plus fosse ici, avec les infrastructures permanentes, l'usine, puis le parc à résidus qui vient se faire déboiser. Puis par la suite, bien évidemment, on agrandit là, bon an, mal an, parc et halde pour être capable de se générer de l'espace pour déposer nos matériaux. Pour faire suite à ce que Mathieu vient de présenter, la zone en vert qu'on voyait qu'il y avait une forme assez irrégulière, mais en fait, c'est des chemins forestiers existants qu'on veut réhabiliter. Donc, on va commencer, pour la préparation de site, on va commencer par rentrer à l'ouest, dans le chemin de la motoneige, proprement dit. Puis, notre but, c'est de l'élargir pour le rendre viable et sécuritaire avec nos équipements qu'on planifie utiliser. Puis, faire la préparation pour atteindre nos 2 zones de décapage initial. Donc, on va commencer par la fosse de départ qui est vraiment là, au sud-est du site, qu'elle va servir de bassin d'eau pour l'usine ultimement. Puis par la suite, on va pousser parallèlement à ça. Désolé. Parallèlement à ça, on va pousser vers le nord-ouest, vers la phase 2 de décapage. Puis dès qu'on va avoir assez généré de matériel, parce qu'on va élargir avec du sable au début, parce que ça va être assez compliqué à trouver du matériel rocheux. Dès qu'on va générer assez de matériel dans cette phase-là, bien là, on va commencer à faire le chemin de production, puis rentrer du concassage secondaire pour faire justement là, une surface de roulement pour nos futurs équipements miniers. Puis ultimement, les phases en jaune, bien là, c'est les autres chemins de production. À partir d'un certain point, on va être capable d'isoler la portion qui va vers l'usine, donc la portion au sud ici, puis utiliser cette route-là
pour nos équipements automatiques. Donc, le but, c'est vraiment de créer un secteur isolé pour pouvoir jouer sur notre productivité à ce niveau-là. Puis, qui dit travaux dit un dégât de roulotte, probablement. Pour les mettre, ces roulottes-là, ben, ça prend différents pattes de travail. C'est un petit peu l'overview de où est-ce qu'on s'en va s'installer dans les premiers mois, premières années. On va avoir une grande partie là, du trafic qui va rentrer par ce qu'on appelle le chemin Chicobi avec un accès ouest, Guérit ici. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas encore l'entrée sur la 111? Ben, il faut préparer la route 111 à ça, puis il faut que ce soit sécuritaire. Donc, le temps que c'est fait, ben, on est capable d'avoir une entrée, en fait, là, qui nous permet tous nos accès du côté ouest. Pour le reste, ce que vous voyez un petit peu, ben, c'est les différents pads, que ce soit au niveau de la zone d'usinage, la halle minerai, secteur de concassage secondaire ou concasseur mobile, qui, ma foi, devient toujours immobile. Et puis, toutes les autres pads nécessaires, là, entrepreneurs, garages, etc., qui sont là. C'est juste pour montrer, parce qu'on travaille beaucoup les permis sectoriels présentement, tu sais, d'arriver puis de dire au gouvernement hey, on va faire un pad, ben c'est pas juste hey, on va faire un pad. Là. Il faut le designer, il faut qu'on ait des plans d'ingénierie, il faut qu'on ait des pentes, il faut qu'on ait du drainage, etc. Donc tout ce beau travail-là, ben, c'est le travail de l'équipe des services techniques qui le fait. Avec la séquence d'évaluation qu'on fait à l'interne, ben, on est parti d'une étude de faisabilité qui a été faite avec des entrepreneurs externes, des firmes externes, qui ont fait un plan de match global pour assurer la rentabilité du projet puis montrer que c'est viable à long terme. À partir de là, on a avec nos équipes internes, on a les logiciels, les connaissances et les outils pour refaire ces séquences-là. Donc, on voit en haut à gauche, là, juste pour donner une idée, en fait, on simule des séquences d'extraction de minerais, de décapage, puis on voit avec des temps de cycle, des vitesses, on voit le temps qu'on met sur nos empilements, puis on est capable de faire une production vraiment réelle, réaliste de ce qui se produit au niveau du plan minier. Puis ça, c'est un processus qui est itératif au fil des années, qu'on va refaire à maintes et maintes reprises, qu'il y a des gens qui sont attitrés à temps plein. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a un gros processus derrière, puis l'équipe travaille fort à optimiser notre projet puis notre empreinte. Vincent a dit au fil des années, je vais dire au fil des semaines. C'est un peu plus accurate. De mémoire, c'est ce qui va nous sortir tranquillement de la zone là, plus séquence. Fait que si vous avez déjà d'emblée des questions au niveau de la séquence, des opérations initiales, comment est-ce que soit de la façon dont on le planifie, qu'on le voit, oui, allez-y. On se parle fort. Là, je me suis Martin Veilleux, moi je suis conseiller municipal à Tressesson. Je trouve ça très intéressant ce que vous m'expliquez là. J'ai mis mon chapeau de conseiller municipal. Et puis, la présentation, je vais vous la prendre, c'est clair. Mais parce que présentement, il y a des gens sur le terrain qui y vivent là aussi, mes citoyens sont là. Je vais la prendre, je vais l'amener à mon conseil aussi, mais j'aurais aimé, je ne sais pas si c'est peut-être déjà fait, on remarque, mais avoir des dates. On s'attend à ce que ça soit fait aux alentours de ça, pour aider à passer de la communication, que les gens ne fassent pas le saut. Parce que là, présentement, je reste au lac des V, là. Je passe en avant, puis ça paraît pas trop. Là. Fait que, juste pour, tranquillement, pas vite, arriver pour pas que les gens fassent le saut. Ça, c'est un commentaire. Puis encore, comme conseiller municipal, si on peut vous aider pour l'électricité, dans le fond, quiconque suit aussi l'actualité, il peut y avoir des impondérables mondiaux. Là. Fait que, juste vous demander si tout est sous contrôle. Je peux répondre avec la dernière question. Tout est sous contrôle. On a une très bonne relation présentement au niveau des échanges avec Hydro-Québec. C'est pas gagné tant que c'est pas gagné. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille lettre signée. Là. Mais on est assurément en contact avec les bonnes personnes. Puis on a un bon support politique. On a le support des gens politiques de la région, mais on a aussi un bon support politique quand on regarde à Québec. Ça, c'est pour répondre au dernier petit bout. Mais tout ce que le milieu peut faire
pour nous supporter. Je sais qu'il y a déjà eu des demandes pour faire des lettres pour supporter le projet qui ont été demandées par mes collègues, l'honorable Guy Bourgeois et le moins honorable Serge Rouillet. Mais si vous n'avez pas déjà effectué ces lettres-là, ben en fait, c'est une des bonnes façons de démontrer le support soit des entreprises, des différents groupes. Puis ensuite de ça, ben, mes collègues ils sont capables de ramener ça vers les différents ministères pour démontrer, pas juste on aime dire, c'est pas juste l'acceptabilité sociale, c'est la désirabilité sociale. Ça sonne bizarre, là. En fait, vous le voulez, OK? On va juste se le dire. Fait que on est capable de le faire avec ces différentes lettres-là. On a un petit journal, c'est niaiseux, mais dans ce mois-ci, on pense à ça. Comme conseiller, je serais bien content d'avoir ça, pour avoir des choses dedans. Parfait. Mais puis pour tout ce qui est besoin en termes, si vous voulez faire des communications avec les citoyens ou peu importe, ben on a Serge là, qui est votre meilleur atout, meilleur ami. Puis si jamais les gens de nos équipes ont à vous faire une présentation ou à petit ou plus grande, exact, fait que ça va nous faire plaisir de participer. C'est juste à titre, j'ai remis cette image-là, mais moi j'ai grandi à Canadien-Malartic, mais Canadien-Malartic il rentre 2 fois et demi là-dessus. Là. Si vous le découpez et vous essayez de le squeezer, là, c'est ça, c'est quand même grand. Fait que ça prend du temps. Impossible d'être capable d'ouvrir l'ensemble de ce site-là en peu de temps. Donc, c'est graduel, c'est une bouchée à la fois, puis on utilise seulement les zones qu'on a besoin d'utiliser parce qu'il n'y a aucun gain à aller faire de la coupe de bois, faire des chemins sans avoir besoin de les utiliser. Puis, même si je peux me permettre aussi, une des stratégies qu'on a, justement, c'est dans nos premières séquences de décapage puis d'exploitation. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas rapidement sur les empilements? C'est parce que la majorité ou presque la totalité du matériel va servir à la construction des chemins et du parc à résidus qu'on voit juste ici. Donc, c'est quand même des grosses constructions. Donc, on combine les deux pour essayer d'avoir la zone la plus concentrée possible. On a une autre question. Personne ne m'avait dit ça. Oui, c'était juste, savoir, parce que le décapage, ça va de soi, là, c'est bien sûr, mais en parallèle à ça, au niveau du moulin, lui, la construction va démarrer quand dans votre séquence, puis où va-t-il se situer là, par rapport au pit? Je suis de retour, parfait. Donc, les travaux d'usine nécessitent de l'ingénierie détaillée qui dure environ 18 mois. Pour être capable de dire qu'on s'en va puis qu'on ne le fait pas en même temps, qui est quand même un risque. Donc, dans la séquence qu'on a présentement pour dérisquer, il y avait des options de... Puis ça, c'est l'usine et tout le secteur qui est ici. Okay? Il y avait des options à regarder pour commencer certains travaux dès l'été 2026, mais la réalité, c'est que la plupart des travaux vont commencer en 2027. Donc, il pourrait y avoir des coulées de dalles, par exemple, à l'été 2026, mais il n'y aura pas de d'érection de bâtiments ou de construction de bâtiments comme tel avant 2027. Puis ça, ben, c'est directement lié à l'ingénierie détaillée. C'est un processus qu'on doit faire avant pour bien comprendre, avoir une chaîne d'approvisionnement qui est solide, puis aussi contrôler nos coûts. D'autres questions sur cette portion-là, avant qu'on tombe plus dans le techno? On va aller techno. Donc, si vous avez suivi les différentes présentations de mon collègue François, on aime dire haut et fort qu'on va avoir un site qui va produire davantage par capita que le reste du Québec. Faut se poser la question du comment est-ce qu'on est capable de réussir cela. C'est quand même beaucoup, 3,5 fois plus productif que le reste du Québec. Donc, comment est-ce qu'on est capable de le faire? C'est en intégrant les technologies, puis c'est en étant à la fine pointe dans tout ce qui s'offre présentement, que ce soit au niveau de l'usine, que ce soit au niveau de la mine. Il faut qu'on regarde toutes les options technologiques, puis c'est un petit peu ça qu'on veut vous montrer aujourd'hui.
Donc, première étape, on parlait tantôt, il y a quelqu'un, je pense que notre première présentatrice parlait de LTE, mais ou c'est Robert, je ne me souviens pas. Je n'étais pas mêlé avec elle, inquiète-toi pas. Donc, le premier élément technologique qui doit arriver au site, puis ça, c'est quasi dès le jour 1, c'est un réseau de communication qui prend en considération les besoins futurs de l'architecture qu'on va monter. Nous, on vise déjà, on est vendu en bon français là, sur le LTE privé. Donc, c'est un réseau qu'on va se monter, même si on est à l'extérieur et qu'on n'est pas une mine souterraine qui font déjà du LTE privé. On a vécu d'autres types de réseaux. Il y en existe, des Wi-Fi grid avec des répétitrices, etc. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Ce n'est pas quelque chose qui va être capable de supporter non plus l'accroissement de la production des données au fur et à mesure qu'on va avancer puis qu'on va intégrer des nouvelles technologies. Donc ça, encore une fois, en bon français, c'est le backbone de la technologie. Si on n'a pas ça, puis qu'on ne le prépare pas, puis qu'on le planifie pas de la bonne façon, avec la bonne architecture, tout ce qu'on fait en aval par la suite, ça ne sert à rien. Ça va juste être un paquet de problèmes, puis on va toujours revenir à l'élément réseau. Fait que premier point important pour avoir une mine avec beaucoup de techno, réseau. Après l'implantation du réseau, la première chose qui devrait venir de notre côté, par la suite, ce serait les équipements automatisés, dont les camions automatisés. On a parlé qu'on allait avoir une flotte de camions de 300 tonnes. Puis ultimement, tous les camions vont être prêts pour l'automatisation pour être 100% autonomes. Donc, on a des radars, des lidars, on a pas vraiment de système de caméra parce que juste le fait d'arpenter en temps réel donne quand même une bonne information du terrain. Puis après ça, tout est monitoré. Fait que tout ce qui touche au camion, il y a un cerveau central qui sait en temps réel tout ce qui se passe dans le camion, les pressions, les températures. Donc, on est capable de faire du diagnostic puis d'être préventif dans plusieurs pièces critiques. Ce qui est intéressant avec ça, c'est l'augmentation de la production, de la productivité dans le temps. On voit ici un graphique qui montre un exemple d'une opération où on a des opérateurs de camions. Donc, on voit des variances au niveau de arriver le matin, se mettre à niveau. Après ça, on a des changements. On a des dîners, on a des changements de chiffres. Par contre, qu'est-ce que ça amène l'automatisation? C'est qu'on a un camion, on a moins d'exposition de travailleurs, puis on a un camion qui peut opérer durant une durée continue. On n'est pas limité non plus par les sautages. On est capable de changer des secteurs quand on est proche, mais on n'a pas les gaz de sautage, on n'a pas les projections autant que si on avait quelqu'un d'exposé. Donc, ça nous amène une productivité de plus. Puis même au niveau de l'opération, on a vu que sur les études qui existent présentement, on est capable d'aller chercher plus d'heures d'opération pour les pièces critiques, plus de durée de vie pour certaines pièces comme les pneus qui peuvent aller jusqu'à 9000 heures dans certains cas. Puis on a aussi une consommation énergétique, donc une réduction des GES qui peut aller chercher parce que le camion il opère tout le temps aux mêmes vitesses puis il s'ajuste selon où ce qui est rendu dans la mine. Deuxième phase, en fait, ça serait de créer un périmètre puis d'avoir nos équipements de production, nos foreuses de production 100% automatiques. Donc ça, qu'est-ce qu'on veut, c'est être capable de faire l'ingénierie à partir des données d'arpentage qu'on a, faire l'ingénierie à l'interne, pousser le plan d'ingénierie directement dans l'ordinateur de la foreuse, puis il pourrait avoir un opérateur qui pourrait opérer jusqu'à entre 3 et 5 foreuses par rapport à ce qui existe réellement en ce moment. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a les mêmes avantages que sur le camion. Donc, on peut passer, au lieu d'avoir des évacuations pour des sautages puis des changements de chiffre, maintenant on peut passer jusqu'à 11,4 heures en moyenne qui a été calculé par quart de travail versus, je crois que c'est à peu près 8 heures les autres données qu'on avait. On a un meilleur contrôle de la fragmentation, on fait du diagnostic, puis on peut augmenter la durée de vie des équipements critiques et on réduit notre consommation énergétique, justement à cause que tout est contrôlé puis tout est surveillé en temps réel. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'automatisation qu'on va vers en tant que projet. Dernière partie, en fait, on a un système d'assistance électrique, Trolley Assist en bon français, qui est planifié. Donc, dans toutes nos rampes, surtout dans nos rampes, puis probablement dans nos rampes pour les empilements, on prévoit des infrastructures électriques pour justement
aider, on voit une statistique en bas, pour le même segment, on va à peu près 2 fois plus vite avec un camion qui est assisté de façon électrique. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au lieu de monter à environ 12 km/h, il va monter entre 22 et 27 km/h pour le même camion chargé. Donc là-dessus, on a une augmentation de la productivité. Puis on voit la consommation d'essence parce que c'est des moteurs hybrides, donc un moteur à diesel avec des moteurs électriques aux roues. Mais la consommation d'essence passe de 33,45 à 2,7 litres pour 132 kW. Fait que ça donne des exemples pour à peu près ce type d'équipement-là. Puis tous les camions vont être prêts à recevoir les infrastructures électriques à la livraison. Par contre, on est à l'affût des nouvelles technologies. En ce moment, ce qui est éprouvé dans le monde depuis les 15 dernières années, c'est d'avoir une ligne électrique au-dessus de la tête. Mais il y a d'autres systèmes qui sont en recherche et développement qui pourraient être intéressants pour l'industrie, qu'on regarde, qui sont peut-être un petit peu plus versatiles, mais qui ont leur lot de défis aussi. Donc, si on est capable d'aller vers quelque chose de plus versatile, bien là, on va peut-être revoir aussi le plan pour l'intégrer dans des chemins de production, puis trouver le plus façon d'être optimal dans notre design. Puis, pour terminer, comment est-ce qu'on est capable de faire la gestion de tout ça? Bien, nous, notre vision, c'est le centre de performance opérationnelle. Certains pourront l'appeler la salle de contrôle. Donc, c'est déjà des petites bébites là, qui existent ailleurs sur d'autres types d'opérations. Il y a des mines en Australie qui opèrent complètement autonomes avec un bureau des milliers de kilomètres de là pour faire leur opération. On est à évaluer présentement avec Dumont sur quel site est-ce qu'on pourra l'installer, mais on n'exclut pas de pouvoir le mettre ici même à Amos dans les installations qu'on a achetées de l'ancienne Résolue. Puis ça, ben, ça donne un accès encore plus rapide. On parlait du Dumont tantôt, ben, quand on est plus proche de la maison, plus proche des garderies, etc., ben, ça simplifie grandement la vie de tous. Fait que d'être capable de garder une partie de ces pôles-là plus près des centres, on va dire, urbains, puis pas nécessairement sur le lieu de la mine, ben, ça donne encore plus de flexibilité au niveau des ressources humaines. Donc, centre de performance opérationnelle, de là, on regarde vraiment de la mine jusqu'à l'effluent final. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à partir du premier trou de forage, l'information durant le forage qui est reliée au camion qui charge le trou, directement connecté pour être capable de faire les bonnes densités aux bonnes élévations dans le trou de forage. Ensuite de ça, on l'envoie vers les équipements de chargement, vers les camions, vers l'usine, donc concassage, broyage, tout le système de flotte. On sort à l'arrière. Il y a un système aussi pour faire l'expédition. C'est quand même des grandes quantités qui sont à expédier, des quantités expédiées via chemin de fer. Ça prend une logistique en arrière de tout ça. Puis, au final, ben, on intègre à tout ça la gestion de l'eau, la gestion de l'environnement, pour être certain qu'au bout de la ligne, quand on arrive à passer nos bassins de polissage, puis qu'on a notre effluent final au niveau de la rivière Villemontel, bien, qu'on a coché tout ce qu'on doit respecter, puis qu'on respecte l'environnement aussi à ce niveau-là. Mais tout ça, c'est une image qu'on se fait à partir de la CPO. Pas mal sûr, c'est notre dernière slide. Oui. Fait qu'on peut faire des petites questions sur le côté technologique, si on a intéressé des gens. Sinon, ben, on vous a juste intéressé par le mining. Ah, une question. Allô? Au niveau métallurgie, ça ressemble à quoi la production du nickel? C'est-tu beaucoup de flottation? C'est plus séparation? 100% en flotte. Oui, exact. Mais tu as des regrinds, etc., mais le nickel se récupère en flottation. Ouais. S'il y a des questions, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Écoutez, on est toujours disponible si vous avez des questions qui viennent après la présentation. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir ce midi. On l'apprécie et on aime ça venir discuter avec vous. Bonne semaine minière. Merci Vincent, merci Mathieu. Je vous invite à rester en avant. Puis je vais demander à Patrick et Annabelle de venir nous rejoindre. Oui, c'est votre chanson à répondre. Là. Annabelle va danser, vous autres vous chantez. On
l'a vu tantôt, faire quelques petits pas. Non, c'est le moment où je remets les différentes choses aux conférenciers. Celui-là, c'est vraiment pour Annabelle. Oui. Et les deux. Merci beaucoup. Ça va vous permettre d'être propre, habillé propre et chic au tournoi de golf cet été. Et une dernière chose pour nos conférenciers principaux. L'ABC de l'art, notre commanditaire pour les conférenciers, c'est une toile. Vous allez, oui. Fait que là, c'est en garde partagée entre vous deux. Ben, ça me fait plaisir. J'ai droit à la première garde. La première garde. Merci Robert, très apprécié. Merci Robert. Merci. Félicitations, c'était super intéressant. Merci Annabelle. Beau travail. Merci. Merci Patrick. Ouais. Mais